gérer nos phases d'activité et de calme sans surchauffe. Voilà. Nous accueillons maintenant le docteur Michel Habib, neurologue, président de Réseau 10, Mélodis, Format 10, qui nous fait l'immense plaisir, qui me fait l'immense plaisir de venir entre deux voyages pour une intervention sur une neurocompréhension des troubles attentionnels. Et puis j'allais oublier dans la description de préciser qu'il était fondateur, créateur d'un dispositif pédagogique pour enfants ayant des troubles 10, multi-10, ayant quand même une intelligence conservée, voire haute, sur une école privée de Marseille qui a accepté d'accueillir le dispositif, l'école de Sacré-Cœur, voilà, qui est donc mon terrain de recherche pour une thèse qu'il co-tutelle avec monsieur Renaud Etier, qui est de l'Université de Nantes, Université d'Angers à UCO, en partenariat avec l'Université de Nantes. Voilà, donc j'ai parlé en attendant que les choses se mettent en place. En tout cas, un grand merci à Michel. Merci Marie-Pierre. Et je vais donc essayer de vous présenter mon exposé autour d'un titre que tu nous as gentiment imposé, mais qui me va très bien finalement. Et vous verrez qu'il est question de neurocompréhension. Je trouve ça très joli, c'est toi qui l'as trouvé. Et ce qui est le plus intéressant, c'est que c'est une neurocompréhension, c'est-à-dire que ce n'est pas la neurocompréhension en général. C'est tu me demandes de donner mon avis de neurologue sur les troubles de l'attention et sur l'attention en général, ce que je vais essayer de faire. Et bon, à travers forcément un certain nombre de données techniques dont je ne voudrais pas abuser, parce que je sais que l'auditoire n'est pas forcément prêt à entendre des choses trop techniques. Et par le fait que n'étant pas pédagogue, je ne vais pas me permettre de donner des conseils aux pédagogues, qui sont, je crois, majoritaires dans l'auditoire. Je vous donne déjà un aperçu de ce que sera ma conclusion et pourquoi je l'ai appelé comme ça. Entre cognition et motivation, vous verrez que dans cette sorte de panorama historique des travaux de neurosciences sur l'attention et sur le TDAH, ce que je vais essayer de vous présenter, il y a deux périodes. Et la deuxième période, la période actuelle, sur laquelle je vais insister évidemment, tranche de façon très radicale avec la première. Et je vais vous expliquer en quoi cela peut être intéressant, sans entrer dans les détails effectivement, parce que je ne vais pas me substituer à votre propre compréhension de ce que j'ai à dire. Mais je vais essayer de susciter une sorte de compréhension par analogie avec votre expérience quotidienne de ces enfants-là. Alors bon, ça c'est un petit plan que je me suis fait plus pour moi que pour vous, avec des définitions, vous en avez eu aussi ce matin et hier, je le sais, je serai assez bref, des données sur le substrat cérébral de l'attention, et je l'ai intitulé « La double erreur du XXe siècle », vous verrez pourquoi. Ensuite, on parlera plus particulièrement de TDAH et de cerveau et TDAH à propos de ce passage de la première période qui est celle du défaut d'inhibition à une période actuelle qui est celle de l'aversion du délai. On expliquera tout ça. Le terme clé va être neuroimagerie puisque je vous montrerai des images du cerveau. C'est à partir de là que les théories et les hypothèses vont naître, et comme conclusion, une nouvelle neurologie des processus attentionnels. Alors ceci pour vous rappeler que finalement, l'attention est une fonction évolutive dans l'évolution des espèces, et au cours de l'évolution des espèces animales,
elle semble avoir été développée pour des raisons vitales à la préservation de l'espèce. Et on peut très bien justifier biologiquement la notion de fonction attentionnelle en remarquant que pour tous les animaux qui partagent cette fonction-là, le but final, le but extrême, c'est la préservation de l'espèce avec les trois fonctions classiques, fonction alimentaire, fonction copulatoire et protection de l'intégrité de l'individu, et que la première et la dernière vont reposer de façon plus ou moins solide sur trois systèmes qui définissent ce qu'on appelle l'attention. Un système de focalisation attentionnelle, un réglage du niveau de vigilance et un système d'alerte. Et on verra que chacun a forcément un rôle là-dedans. Alors, en termes de définition, faire attention dans le langage courant, c'est plusieurs choses. C'est déjà plusieurs choses. C'est fais attention à ne pas tomber, c'est l'alerte. Fais attention à ne pas laisser de faute sur ton devoir. C'est orienter l'activité, donc aller chercher les fautes. Et fais attention en traversant la rue, c'est la prévention. C'est l'éveil, c'est être dans une attitude préventive. Une définition plus scientifique, celle qui est toujours citée à ce niveau-là, c'est celle de William James, qui était un des premiers neuroscientifiques du XIXe siècle. Prise de possession par l'esprit sous une forme claire et vive d'un objet ou d'une suite de pensées parmi plusieurs qui semblent possibles. Implique le retrait de certains objets afin de traiter plus efficacement les autres. Donc déjà, il y a très très longtemps, on considérait qu'il y avait dans le cerveau une fonction particulière qui serve à ça, qui serve à faire un choix finalement entre ce qui est pertinent et ce qui ne l'est pas. Et vous allez voir que le terme pertinent a tout son sens dans la problématique que je vais aborder, à savoir qu'est-ce qui est de l'ordre de l'attention, qu'est-ce qui est de l'ordre de la motivation. Et vous verrez que petit à petit, et j'aimerais, sans avoir moi-même à entrer dans ce débat-là, ça va vous rappeler des situations du quotidien des enfants qui sont dans les classes, avec ou sans problème d'attention du reste, avec cette problématique que tout un chacun à laquelle il a été confronté, qui est est-ce que c'est un enfant qui a un trouble de l'attention, un vrai, ou est-ce qu'il a juste un problème de motivation? Et ce que va être ma conclusion, c'est de vous montrer qu'il n'y a pas de différence entre les deux, parce que probablement l'attention est un sous-produit de la motivation. En tout cas, du point de vue neurologique. Alors, pour aller plus loin dans les modèles qui ont été proposés, et un modèle qui est très utilisé en clinique, surtout en clinique de l'adulte d'ailleurs, c'est celui de Van Zomeren et Brewer de 1994, qui apporte deux dimensions qui sont intéressantes parce que elles ont une certaine réalité, la dimension d'intensité et la dimension de sélectivité. On va y revenir. L'intensité étant plutôt la référence à une quantité de ressources attentionnelles, et la sélectivité, évidemment, à la sélection, comme je le disais, des informations pertinentes. Et puis, dans ce même modèle, il y a une deuxième partie totalement séparée des deux premières, qui est un système dit de supervision attentionnelle, qui est lui-même limité dans ses ressources et qui sert au contrôle exécutif et à la coordination des autres systèmes. Alors, si on voulait aller un peu plus loin dans la conceptualisation de l'attention, on pourrait dire que c'est un système de ressources à capacité limitée, capable de réagir instantanément à un stimulus externe, donc ça c'est la première fonction, lorsque ce stimulus possède une valeur signifiante, on va appeler ça réactivité, de sélectionner parmi les stimuli possibles les plus pertinents, c'est donc la sélectivité, d'abandonner une routine pour une autre plus pertinente, c'est la flexibilité, et il y a encore le terme pertinent, vous voyez, et distribuer les ressources cognitives et énergétiques à différentes tâches mentales en fonction des besoins. Encore une fois, le terme besoin que j'ai souligné ici, des besoins du moment, avec l'idée de partage et de division. Et si on voulait se représenter cette fonction, en particulier celle de l'intensivité et de la notion de système à ressources limitées, on pourrait faire l'analogie
avec un réservoir, ici par exemple une pompe à essence, et des robinets. Hein. Lorsque le système est à pleine capacité, que le réservoir est plein, tous les robinets, même s'ils sont ouverts à plein, vont couler. Si le système est intact, mais qu'il n'est pas entièrement rempli, ben forcément, ça ne va pas pouvoir faire couler tous les robinets. Il y en a certains qui couleront et d'autres non. Et un moyen d'éviter que ça se passe mal dans cette situation-là, ben, c'est de fermer certains robinets. Et alors là, les autres robinets, ceux qui auront été laissés ouverts, eux, ils vont bien fonctionner. Okay. Donc ça, c'est un peu la base de l'idée de la ressource limitée et du partage de ces ressources entre des tâches différentes. Et vous me voyez venir dans la situation de classe de tâches partagées, de doubles tâches, ou triples ou quadruples, puisque pratiquement toutes les tâches qu'on demande aux élèves à l'école sont des tâches partagées. Il y a toujours plusieurs fonctions cognitives à réaliser en même temps, hein, en même temps ou en succession, ce qui peut être à peu près pareil. Alors, une autre analogie, hein, c'est la métaphore des derniers prés, c'est un peu la même chose. Si vous voulez, on considère qu'il y a un tuyau. Sur tout le parcours des tuyaux, il y a des petits arrosages. Et à la fin du tuyau, il y a un arrosage principal qui pourrait être la tâche principale qui est demandée à l'élève. Hein. C'est donc, vous voyez, quand le réservoir est plein, toutes les tâches intermédiaires fonctionnent et la tâche finale est à son maximum également. Quand le réservoir est vide ou manque de pression, enfin là ça peut être, la métaphore peut être à double sens, mais on voit que les arrosages accessoires vont être de plus en plus faibles au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la source, et au final, la tâche principale, elle, ne se fait plus du tout. Donc vous voyez ces deux analogies, deux métaphores qui veulent dire à peu près la même chose, mais qui partent du principe qui est fondamental d'une capacité de ressources qui peut être limitée, et en étant limitée, j'aurais pu dessiner aussi un réservoir plus petit. En étant limité, il va être confronté à une difficulté à gérer un certain nombre de tâches, et en particulier les tâches qui sont successives ou simultanées. Alors, un autre effet qui est très classique, qui a trait justement à cette notion de ressources limitées, c'est ce qu'on appelle l'empan. Quand on demande à un enfant de répéter une série de chiffres, ou quand vous essayez, vous, de vous rappeler un numéro de téléphone qu'on vient de vous dire, ou que vous êtes en train de lire, effectivement, quand il y a 10 chiffres, il vaut mieux les mettre 2 par 2 pour limiter le nombre d'éléments sur lesquels on aura à effectuer une tâche attentionnelle. Donc on divise en fait par 2 la tâche attentionnelle en faisant ça. Avec 2 aspects, un aspect en fonction du stimulus qui concerne l'attention sélective et en fonction du temps qui concerne l'attention soutenue, c'est-à-dire la capacité à rester longtemps attentif sur la tâche. Et à partir de là, on va pouvoir se poser la question de comment fonctionne le cerveau par rapport à ces différents types d'attention et quelles sont les parties du cerveau qui sont impliquées. Très classiquement, c'est ce que je vous représente ici, il y a 3 types de structures dans le cerveau qui sont impliquées chacune dans une des grandes fonctions de l'attention. Dans l'attention éveil, on parle de façon très classique et depuis très très longtemps, on va le voir, de système réticulaire activateur, sorte de système dans le tronc cérébral qui active l'ensemble du reste du cerveau pour le rendre fonctionnel. C'est la vigilance, la réaction d'orientation, c'est cette partie de l'attention qui permet d'être vigilant et de le rester. On peut y rapprocher l'attention soutenue. Un autre type d'attention qui s'appelle habituellement l'attention sélective, on a vu, qui est basé sur le principe de pouvoir éliminer des stimulations non pertinentes et également d'inhiber la persévération, ce qui n'est pas exactement la même chose, on va le voir. Et ça, c'est une partie du cerveau qui s'appelle le cortex singulaire, dont je vous montrerai la situation sur un schéma du cerveau, qui est responsable de ça. Et le dernier, l'attention soutenue au sens de
capacité de réserve de ressources attentionnelles, mobilisation durable des ressources attentionnelles, ça serait plutôt dans le cortex préfrontal. Et les deux derniers sont habituellement regroupés sous le terme de fonction exécutive. Vous connaissez ce terme, vous en avez souvent entendu parler. Alors, un des premiers auteurs qui, pendant longtemps, ont fait foi en matière de neurologie de l'attention s'appelle Posner, Mike Posner, qui, pendant très longtemps, a entraîné un consensus sur les parties du cerveau qui servent à l'attention, en disant qu'il y avait 3 zones différentes. Je ne vais pas entrer vraiment dans les détails pour le moment. Pour l'orientation, pour la fonction d'alerte et pour la fonction de conflit ou de fonction exécutive. Au moins les 2 derniers de ces systèmes se situent dans le lobe frontal, et plus particulièrement dans le cortex frontal, et le mot cortex va revenir à plusieurs reprises dans mon exposé. 2 brèves illustrations de ce qu'on peut appeler l'attention sélective, avec une question assez fondamentale qui se pose, c'est de savoir est-ce que c'est une fonction automatique ou volontaire. Et il y a beaucoup de situations dans lesquelles on peut montrer que cette attention sélective se fait de façon totalement non volontaire, totalement automatique. Par exemple, la fameuse modalité de la cocktail party, où vous êtes en train de parler avec quelqu'un dans un cocktail, il y a plein de monde dans un brouhaha autour de vous, vous entendez quelqu'un prononcer votre nom et vous tournez la tête parce que vous avez entendu votre nom. Vous n'avez rien entendu de tout ce qui a été dit dans ce brouhaha, sauf une seule chose, c'est votre propre nom. Donc, vous voyez, ça veut dire que ça veut dire une chose principale, ça veut dire que toutes ces informations étaient traitées quelque part dans votre cerveau, mais que le cerveau n'en a utilisé, a filtré tout ce qui ne l'intéressait pas, et n'en a utilisé que celles qui avaient une signification pour vous, c'est votre propre nom. Et ça, c'est un phénomène qui est très parlant pour ce qui est du caractère automatique ou volontaire de l'attention, et qui aussi explique que cette notion de filtre attentionnel, à savoir que on est bien obligé de faire de la sélection, sinon on serait bombardé de tas d'informations totalement inutiles et parasites qui ne nous permettraient pas même d'avoir une pensée correcte, cohérente. Alors dans la modalité visuelle, il y a un peu le même genre de débat, hein, automatique ou volontaire. Et le fameux paradigme de Treisman vous montre ici que si vous regardez des lettres comme ça, une planche où il n'y a que des O et une qui est la lettre Q, elle va vous sauter aux yeux et vous allez la voir immédiatement. Hein. Ça, l'identification aura été automatique. Vous n'avez pas besoin d'y mettre de l'énergie attentionnelle. Hein. Vous n'avez pas besoin de faire appel à vos ressources attentionnelles, en tout cas pas de façon massive. Il se passe quelque chose d'automatique. Alors que si vous faites le contraire, ici vous avez des Q et il faut trouver le O, ça vous êtes obligé de faire très différemment, parce que ça ne saute pas aux yeux pour des raisons purement perceptives, hein. Mais ça illustre très bien les 2 mécanismes possibles, l'un qui est automatique, l'autre qui est volontaire. Et le volontaire, il s'agit quoi? Il s'agit d'explorer portion par portion la figure, et là vous allez trouver celui qui diffère des autres. Okay. Donc vous voyez l'idée. Et puis les chercheurs ont essayé de voir au niveau du cerveau à quoi ça correspondait, tout ça, en faisant des potentiels évoqués, c'est-à-dire en enregistrant l'activité électrique du cerveau lorsque la personne entend ou voit un stimulus auditif ou visuel. Et ici, par exemple, lorsqu'on demande de faire attention à un de deux stimuli différents, hein, on obtient un effet N1, c'est-à-dire que on peut montrer que l'oreille à laquelle on a fait attention a entraîné au niveau du cerveau une onde beaucoup plus large que celle à laquelle on n'a pas fait attention. Et ce qui est intéressant, c'est de montrer que c'est pour ça qu'elle s'appelle N1 ou N100, c'est que ça survient à 100 millisecondes après le stimulus. 100 millisecondes, ça veut dire qu'on n'a pas le temps d'en avoir conscience. C'est quelque chose qui se passe de façon très très précoce après un stimulus. Donc on a perçu, le cerveau a perçu, hein, mais on n'a pas conscience qu'on a perçu. De la même manière, ici, dans une autre type de tâche, qu'on appelle le paradigme Hotball, où on fait entendre une succession de sons,
toujours les mêmes, et de temps en temps, de façon aléatoire, il y a un son différent qui apparaît. Et on enregistre l'activité cérébrale sur les sons qui sont les mêmes, et puis sur l'intrus. Et on s'aperçoit qu'il y a une différence de traitement par le cerveau, et que celui qui est l'intrus donne une onde beaucoup plus ample, qu'on appelle la P300, qui correspond à la surprise, l'effet de surprise finalement, qui est à peine, c'est le début d'une conscience, d'une attention consciente. Donc 300 millisecondes. Vous voyez, c'est très précoce. Alors même chose dans le visuel, je ne vais pas insister. Alors un autre concept que j'ai cité rapidement tout à l'heure, c'est celui de flexibilité attentionnelle. C'est la notion de changement de critères de sélection. Et ces capacités de flexibilité attentionnelle, qui s'améliorent au cours du développement chez l'enfant, sont considérées comme une des fonctions les plus robustes du cortex frontal, et en particulier illustrées par ce fameux test de Stroop que vous connaissez tous, qui consiste à demander à la personne de lire non pas le mot qui est écrit, mais de dénommer la couleur dans laquelle le mot est écrit. Et ça, c'est un peu difficile pour tout le monde, mais ça l'est particulièrement pour tous les enfants et adultes qui ont des troubles de l'attention. Pourquoi ? Parce qu'il y a une sorte de conflit entre deux informations. On a tendance, malgré soi, à lire le mot écrit, et il faut inhiber cette tendance spontanée à lire le mot pour pouvoir donner la réponse qui est demandée, à savoir la couleur. Et ça c'est typiquement ce qui, dans le cerveau, active ce qu'on appelle le gyrus singulaire, qui est une petite zone que je vous montre ici. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à vous repérer, mais là, vous avez l'hémisphère droit du cerveau. Le gauche a été coupé. Et on voit la face interne de l'hémisphère droit, qui est plane comme ça. Le corps calleux, et au-dessus du corps calleux, une zone qu'on appelle gyrus singulaire, dont le rôle a été de façon robuste et répétée montré comme étant impliqué dans la détection du changement et la réallocation de l'attention. En fait, pour être schématique, si on voulait retenir que deux notions du rôle du cortex cérébral dans l'attention, il y a deux structures, les deux dans le lobe frontal. L'une qui est vraiment à l'avant et dans la région latérale du lobe frontal, qu'on va appeler le cortex préfrontal, qui sert à allouer l'attention au stimulus et à ses représentations, et qui possède une quantité de ressources limitées, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, qui va devoir faire avec cette limitation des ressources pour pouvoir la distribuer de façon pertinente, et l'autre qui est séparée dans une autre région, dans cette région du gyrus singulaire ici, qui détecte les changements et réalloue l'attention, c'est-à-dire qu'elle est capable d'inhiber en quelque sorte les tendances spontanées à répondre trop vite et éventuellement de façon impulsive, on va le voir dans le TDAH. Alors une autre façon de présenter les choses, je ne vais pas insister beaucoup parce que ça peut avoir du sens, mais c'est peut-être plus technique, c'est de parler d'attention endogène et d'attention exogène. L'attention endogène étant volontaire, à déterminisme interne, dirigée de manière contrôlée vers un objectif identifié, et l'exogène, automatique, capturée involontairement vers un événement extérieur. Et cette opposition a du sens par rapport aux différentes fonctions de l'attention, et aussi par rapport à des travaux plus récents qui ont été réalisés en imagerie cérébrale, et qui ont eu tendance à séparer deux circuits de l'attention. Un circuit qui est dorsal dans le cerveau, qu'on va appeler fronto-pariétal dorsal, qui sert à l'attention endogène, c'est-à-dire à la génération d'un set attentionnel qui serait applicable lors du traitement du stimulus dans une tâche donnée, et un réseau plus ventral, dans la partie basse du cerveau, en orange ici, qui est fortement latéralisé à l'hémisphère droit. Alors là, il y a un élément nouveau, c'est la latéralisation à l'hémisphère droit d'une partie des fonctions attentionnelles, et qui est plutôt l'attention exogène avec la détection des stimuli qui serait affectivement et comportementalement pertinents. Alors qui plus est, il y a des tout récents travaux là-dessus qui vont tout à fait dans le même sens, en montrant que ces zones, la verte et la rouge, qui sont du cortex cérébral,
sont en fait des circuits, des réseaux distincts l'un de l'autre. Et on peut le montrer avec une technique d'IRM qu'on appelle la tractographie, qui montre les faisceaux de substances blanches. Et il y a deux faisceaux bien distincts qui sous-tendent chacune de ces deux fonctions attentionnelles, l'une dorsale et l'autre ventrale, avec même un faisceau intermédiaire qui permet de relier l'une à l'autre. Ça a été montré de façon tout à fait récente. C'est ce qui est montré, je ne sais pas si vous voyez, il y a un tout petit faisceau qui est orange là, ou rouge, qui va du vert au rose et qui permet justement de passer d'une attention endogène à une attention exogène, ou vice-versa. Plus souvent vice-versa d'ailleurs. C'est-à-dire l'attention exogène, je perçois quelque chose qui est potentiellement intéressant, et l'attention endogène, je vais focaliser mon attention dessus pour pouvoir agir sur cette chose potentiellement intéressante. Donc il y a forcément du passage entre les deux. C'est ce que nous disent les anatomistes qui ont montré ça. Alors, malgré tout, moi je voulais insister sur la double erreur du XXe siècle, comme je vous l'ai dit en introduction. La première de ces erreurs, c'est un système de pensée du cerveau, de penser le cerveau en termes d'activation. Alors ça remonte vraiment aux années 30-40, 1930-1940, où on concevait beaucoup des fonctions cognitives comme étant activées par un système activateur qui viendrait du bas du cerveau, du tronc cérébral, et qui permettrait, comme une sorte de moteur, comme une sorte de chauffage central en quelque sorte, d'animer le reste du cortex qui pourrait, dans certaines situations, être plus ou moins animable en quelque sorte. Donc ça, c'est une vision des choses qui a été très longtemps prévalente et qui a laissé penser que finalement, lorsqu'on avait des difficultés d'attention, certains types d'attention en tout cas, ça pouvait être un problème avec cette fameuse formation réticulée qui part du tronc cérébral et qui vient irriguer, qui vient arroser la totalité du cortex en lui permettant de mieux se comporter, de mieux fonctionner, si vous voulez. Ce qui est vrai d'ailleurs dans une fonction pour laquelle cette substance réticulée a un rôle qui est bien connu, c'est l'éveil et le sommeil, la veille et le sommeil. On sait que quand on détruit la substance réticulée chez un chat, il s'endort, d'accord ? Et vice-versa. Et quand on la stimule, on entraîne un hyper-éveil. Donc il y a vraiment de cette fonction-là d'activation. Sauf que cette fonction d'activation, elle n'est peut-être pas, on va le voir, pertinente pour l'attention. Et la deuxième erreur, c'est toute la focalisation qui a eu lieu historiquement sur la notion de cortex frontal depuis un auteur, un neurologue russe du début du XXe siècle qui s'appelait Luria et qui a eu une influence énorme sur la plupart des neuropsychologues du XXe siècle en montrant que beaucoup de choses se passaient dans le lobe frontal et en particulier cette notion de fonction exécutive qui est pratiquement synonyme pour la majorité des neurologues de fonctionnement du cortex frontal. Avec pas mal d'arguments, même expérimentaux, chez le singe par exemple, où on a pu montrer que l'enregistrement des neurones du cortex frontal se mettait en jeu dans diverses fonctions comme la mémoire active de type mémoire de travail, une fonction de préparation de l'action, une fonction de contrôle des inférences. Tout ça a pu être prouvé et rapporté à un fonctionnement du lobe frontal. Et ce que je vais vous montrer à partir de maintenant, c'est que cette vision très corticocentriste de l'attention, actuellement, elle est remise en cause de façon très forte, et surtout à partir du modèle du TDAH. C'est-à-dire que vous allez voir que les travaux d'imagerie cérébrale sur les enfants et adultes TDAH sont en train de nous montrer que cette vision qui est basée sur le cortex cérébral, qui dit que l'attention, c'est une fonction de notre lobe frontal, en fait, elle est probablement fausse, elle est probablement un artefact de choix méthodologiques, et on va voir pourquoi. Alors, certes, le dogme dominant, qui est horizontal, qui est corticocentriste, a été pendant longtemps prévalent, et en particulier sous l'influence d'un Américain qui s'appelle Barclay, qui a laissé sa trace de façon très très durable pendant des décennies sur la notion de trouble de l'inhibition, de défaut d'inhibition, comme étant la cause unique de tous les troubles du TDAH. Le TDAH, qu'est-ce qu'il a ? Il ne fait pas attention, il est impulsif et il est agité. Il est agité parce qu'il ne peut pas inhiber
sa motricité. Il est impulsif parce qu'il ne peut pas inhiber sa tendance à répondre. Et il est inattentif parce qu'il ne peut pas inhiber les stimulations parasites qu'il y a autour de lui. D'accord ? Donc avec une seule explication, un seul mécanisme, on explique tout du TDAH. Et on va voir que pendant très longtemps, l'imagerie cérébrale, vous voyez, c'est pas très très vieux, hein, ça date des années 2000 jusqu'à 2010. Il y a eu un foisonnement de travaux en imagerie cérébrale sur le TDAH qui sont tous concentrés sur le cortex frontal et qui ont montré ce qu'ils cherchaient, évidemment, à savoir que le cortex frontal du TDAH ne fonctionne pas bien. Seulement, pour pouvoir le montrer ça, ils ont été obligés de mettre en œuvre des paradigmes expérimentaux qui étaient censés justement explorer le cortex frontal. À savoir les fameuses go-no-go, hein. On appuie pas, vous voyez une lettre, vous appuyez, et dès que vous voyez un X, vous appuyez pas. Quand vous entendez que on tape le foie, vous tapez le foie, on tape le foie, vous tapez le foie, ça c'est dans les années 1930, hein, à propos d'adultes qui avaient eu des traumatismes du lobe frontal, hein, il avait très bien montré que toutes ces tâches-là, on avait besoin du lobe frontal pour les réaliser. Et que donc, si un enfant qui est TDAH n'arrive pas à réaliser ça, c'est probablement parce que son lobe frontal ne fonctionne pas bien. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est QFD, quoi. Hein. Alors voilà, ce qu'on appelle une méta-analyse de tous les travaux qui ont fait de l'imagerie cérébrale fonctionnelle dans le TDAH, jusqu'à, je ne vois pas la date, mais on est 2010, quelque chose comme ça, et on voit que essentiellement, on nous parle de différences d'activité dans les lobes frontaux, dans certaines tâches de type go-no-go, par exemple, ou dans les tâches de type Stroop. Et en particulier, on voit un des premiers travaux en imagerie cérébrale qui a été répliqué de façon très systématique, c'est que par rapport à des sujets normaux qui vont activer leur gyrus singulaire, vous vous rappelez où je vous avais montré tout à l'heure, lorsqu'ils ont à faire une tâche de type Stroop, un TDAH, lui, ne l'active pas du tout. Son cerveau ne peut pas activer le système qui permet la flexibilité, le passage d'une fonction à une autre, l'inhibition d'une réponse pour pouvoir réaliser une autre. Ça, c'est typiquement le rôle de cette partie du lobe frontal. Alors, celle-là, pour le coup, c'est probablement celle qui est la plus robuste. Et quand on fait, là, je pense que c'est plus récent, une méta-analyse de la totalité des travaux qui ont été réalisés chez les TDAH, on s'aperçoit que la partie qui a été retrouvée anormale de façon la plus robuste, c'est effectivement cette zone-là, sur le gyrus singulaire des enfants et des adultes hyperactifs. Alors, une autre approche, c'est... par contre, je pense que je n'aurai pas l'animation. Non. Bon, il n'y a pas. C'est une approche anatomique qui montre que le cortex frontal des TDAH se mature de façon beaucoup plus lente que chez les sujets non TDAH. Et encore une fois, on a l'impression qu'il y a une sorte de centration sur le cortex frontal comme étant le coupable ultime des maux, de tous les maux du TDAH. Or, on va voir que plus récemment, et je parle là de 5 à 6 années, hein, on est dans les 5 à 6 années les plus récentes, on est en train d'effectuer un grand virage dans la conceptualisation du problème des TDAH. Et on va, au lieu de rester dans une vision horizontale des choses, on va proposer une vision beaucoup plus verticale. Et c'est ce qu'a proposé un Anglais qui s'appelle Sonu Gabark, en montrant que si on changeait totalement le type de paradigme expérimental qu'on propose aux enfants quand on leur passe une IRM, et qu'au lieu de leur faire des tâches qui sont connues comme étant très cognitives, comme
Go, No Go ou Stroop, etc. On leur fait des tâches beaucoup plus élémentaires, beaucoup plus affectives finalement, qui reposent sur le système de la récompense. On va voir ce que c'est. On obtient des choses très différentes. Alors d'abord, Sonu Gabark a certainement son attention a été attirée sur le fait que un des éléments du TDAH n'est pas du tout pris en compte, n'est pas suffisamment pris en compte dans les travaux qui montrent le dysfonctionnement des lobes frontaux. C'est l'impulsivité. L'impulsivité, qu'elle soit cognitive, comportementale ou affective, qui est pourtant un élément clé du tableau du TDAH. Et il a remarqué qu'il y avait un symptôme également, qu'avaient beaucoup d'enfants TDAH et qui ne faisait pas partie de ce trépied classique, c'est l'aversion pour le délai. Alors qu'est-ce que c'est l'aversion pour le délai? C'est quand vous prenez 30 enfants de TDAH et 30 enfants qui ne le sont pas, et que vous leur posez une situation qui est la même aux deux groupes, vous allez avoir deux types de réponses très différents. Alors la situation, c'est tu dois choisir entre une petite récompense immédiate ou une plus forte récompense, mais plus tard. Voilà. Et là, il n'y a pas photo. Le groupe hyperactif a tendance, mais de façon très nette, à préférer la petite récompense immédiate, par contraste avec le groupe non hyperactif, contrôle, qui lui va préférer en moyenne des récompenses retardées. Et cette aversion pour le délai, Sonu Gabark la considère comme la base du trouble chez le TDAH. Et qu'au lieu d'expliquer tout par l'inhibition, comme le fait Barclay, lui, il va essayer de l'expliquer par l'aversion pour le délai, donc une explication d'ordre non pas cognitive, mais motivationnelle. Conative, comme certains ont pu l'appeler à un moment. Or, cette aversion pour le délai, on sait qu'elle est régulée par un système dans le cerveau qui est totalement différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent, qui est, au lieu d'être cortical, il est complètement sous-cortical, et au lieu de faire partie des zones les plus récentes, les plus sophistiquées, les plus humaines de notre cerveau, à l'inverse, ça fait partie des zones les plus archaïques, les plus animales de notre cerveau. C'est ce qu'on appelle le système de la récompense, et tout particulièrement le noyau accumbens, qui est un petit noyau dans la profondeur de notre cerveau, qui est très peu différent entre le rat et l'homme. Il a à peu près la même structure. Alors que le cortex cérébral, lui, est évidemment très différent entre le rat et l'homme. Alors ce noyau accumbens, qui est situé ici, dans la profondeur, à la base des ganglions de la base, là, et il a été mis en évidence chez l'animal qu'il était impliqué dans l'anticipation d'une récompense, et chez l'homme impliqué dans des conduites à risque et addictives, et de façon très très répétée. Ça a été retrouvé en imagerie dans plusieurs des comportements addictifs qui ont été analysés. Lorsqu'on veut le mettre en évidence de façon en IRM chez un sujet normal, il y a une tâche qui est très apte à le faire. C'est ce qu'on appelle les tâches de gambling ou de jeu de casino, si vous voulez, où on donne le sujet dans la machine d'IRM et on lui dit, voilà, tu vas toucher tant d'argent si tu appuies sur le bon bouton, et à chaque essai, ça change, et il a donc la phase de choix où il va décider sur quel bouton il appuie, et la phase de retour de la récompense où il apprend s'il a reçu ou pas la récompense. Et lorsqu'on enregistre l'activité du cerveau dans chacune de ces phases, ce qui s'active de façon massive, c'est ces deux petits noyaux dans la profondeur du cerveau, qu'on voit bien ici en haut, ces deux taches jaunes et rouges, qui sont le noyau accumbens. Ce noyau accumbens, il fait partie de ce qu'on appelle le système de la récompense, qui est un système qui fonctionne avec une monoamine, en grande partie, toujours la même, c'est la dopamine. On parle de système dopaminergique. Et ça nous rappelle un élément du TDAH, c'est le fait qu'on donne des médicaments qui sont très actifs dans le TDAH, qui ont la caractéristique d'agir justement sur le système dopaminergique. Que ce soit les amphétamines ou que ce soit la ritaline, c'est sur ce système-là que ça agit. Alors d'ailleurs, il y avait une certaine contradiction jusqu'alors, de voir qu'on a un médicament
qui est tellement efficace sur les symptômes du TDAH et qui agit sur les parties les plus profondes du cerveau, alors que toutes les explications qui étaient données pour expliquer le TDAH faisaient appel à la superficie, au cortex du cerveau. Et c'est là qu'on voit que cette erreur est en train d'être corrigée par des travaux multiples qui nous montrent que le striatum ventral a un rôle universel dans tout ce qui est l'apprentissage basé sur la récompense, avec toutes les applications que vous pouvez imaginer dans la pédagogie en particulier, où on parle beaucoup de récompenser, de notes ou pas de notes, etc. Là, on est en plein là-dedans. Donc, je ne sais pas si les données de la neuroscience permettent de trancher le débat au niveau de la pédagogie, mais en tout cas, je pense qu'elles sont pertinentes dans ce débat. Alors bon, il y a eu divers travaux, je ne vais pas vous les montrer en détail, simplement sachez que ces 4 ou 5 dernières années, il y a eu un foisonnement de travaux qui utilisent ce genre de paradigme expérimental. Alors on n'est plus dans le cognitif, on est vraiment dans la récompense, voire même la récompense monétaire. Là, par exemple, ce qu'on appelle le Rewarded CPT, c'est, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on demande à la personne d'appuyer le plus rapidement possible sur une touche quand il voit une lettre apparaître sur l'écran, sauf s'il voit un X. Sauf que dans cette condition-là, plus il a de bonnes réponses, chaque fois qu'il a une bonne réponse, il reçoit une livre sterling, puisque ça se passait en Angleterre. Okay, et effectivement, ça change tout. Chez certains TDAH, ça guérit totalement leurs troubles. Pas chez tous, chez certains. Et on peut penser que ceux sur qui ça marche ont un profil au niveau physiopathologique, au niveau du mécanisme, un peu différent, ou en tout cas que la part motivationnelle de leurs troubles est peut-être plus importante que d'autres. Alors donc il y a eu beaucoup de ces travaux-là, et tous ces travaux convergent pour montrer que c'est au niveau du noyau accumbens que se situent les différences. Je vais aller directement à la conclusion pour dire que la distinction de certains types d'un système maintenant qu'on appelle système attentionnel chaud et froid, ou système exécutif chaud et froid, a permis de mettre en évidence des dissociations des circuits impliqués dans le TDAH par l'utilisation de tâches impliquant une récompense monétaire. Il y a une convergence de résultats en faveur d'une sous-activation de cette zone-là, qu'on appelle également striatum ventral, dans ce type de tâches dans le TDAH, suggérant un rôle déterminant des systèmes de la récompense dans l'impulsivité et l'aversion au délai. Cette dysfonction serait également présente, et peut-être encore plus nette, ça c'est aussi une surprise, dans les formes inattentives pures par rapport aux formes mixtes. C'est-à-dire que ce serait le trouble de l'attention qui serait le plus sensible à la récompense, encore plus que l'agitation ou l'impulsivité. En définitive, tout se passe comme si dans le TDAH, il y avait une altération de la capacité d'anticiper la valeur récompensante des stimuli, entraînant un comportement d'approche excessif, une sorte d'emballement du système qui va être hyper réactif et de façon pas à bon escient, si vous voulez. Donc ce que nous montre, c'est essentiellement, on pouvait le résumer comme ça, ce noyau accumbens chez le TDAH, il se sous-active massivement au moment où on doit anticiper la récompense, c'est-à-dire d'anticiper quelle va être la conséquence de ses propres actes, et se suractiver de façon anarchique, finalement, lorsqu'il reçoit la récompense ou la punition qui va avec. Et c'est une dysrégulation de ce système-là, de ce système de la récompense, qui serait à l'origine de la dysfonction dans le TDAH. Alors pour terminer, je vais vous aller un peu plus loin dans les approches anatomiques de ça, parce que vous me direz, il y a du cortex, il y a ces zones dans la profondeur du cerveau, mais est-ce qu'elles sont en relation les unes avec les autres? Eh bien oui, ça on le sait depuis longtemps, parce que chez toutes les études en anatomie des connexions frontostriées, c'est-à-dire entre le cortex frontal et les zones profondes du cerveau, ont été analysées depuis longtemps. Et on sait par exemple, ça c'est les travaux des années 90 d'Alexander, que ces connexions se font sous forme de circuits parallèles. Le plus connu de ces circuits, c'est un circuit qui part des aires motrices du cortex,
qui descend vers une partie du système striatum qu'on appelle le putamen et qui passe par le thalamus et remonte vers le cortex moteur. C'est la boucle qui dysfonctionne dans une maladie bien connue, qui est la maladie de Parkinson, où les personnes ont un grave défaut du système moteur, avec le tremblement, la kinésie, surtout l'incapacité à initier des mouvements, etc. Et c'est ce circuit-là qui dysfonctionne. En parallèle à ce circuit, il y en a au moins 2 autres. Là, il y en a 5 qui sont représentés, mais je vais vous en commenter 2 autres. Un circuit préfrontal qui part du cortex latéral du lobe frontal, qui est finalement la partie du cerveau qui abrite toutes les fonctions exécutives, tout ce qui est de l'ordre du raisonnement abstrait, tout ce qui est de l'ordre de l'anticipation, de la programmation des mouvements et des actions, hein, ce qu'on appelle le système exécutif. Ce système-là passe par des voies parallèles aux précédentes, mais qui ont les mêmes étapes. Une étape corticale, une étape dans le striatum, une étape dans le pallidum, une étape dans le thalamus, et ça remonte vers le préfrontal. Et le dernier, que je vous commente ici, celui qui nous intéresse le plus, il part du gyrus singulaire et il projette sur le fameux noyau accumbens dont je vous parlais, puis sur un autre noyau, et enfin sur une partie différente du thalamus, avant de revenir vers le singulaire. Et vous voyez, on se trouve face à une organisation anatomique très singulière qui pourrait nous dire quelque chose sur la façon dont fonctionnent ou dysfonctionnent les systèmes dans le TDAH. Alors certains l'ont présenté sous la forme de circuits réentrants, comme ça, pour expliquer pourquoi la nature, finalement, a conçu un système qui était à la fois parallèle, hein, donc chaque partie, chaque boucle aurait forcément un rôle différent, mais avec des étapes qui sont les mêmes. C'est-à-dire probablement une organisation verticale et horizontale, étape par étape. C'est-à-dire des liens à chacun des niveaux. Okay, des liens horizontaux à chacun des niveaux. Alors je vous rappelle les 3 principaux que je vous avais cités. Un système moteur, un système, on va dire, cognitif, et un système probablement motivationnel, qui est celui, le dernier. Et voilà comment on conçoit maintenant le fonctionnement de ce système-là, comme la boucle limbique, la dernière dont je vous ai parlé, qui serait le primum movens finalement, le moteur central de tous les autres, et qui fonctionnerait comme un moteur à engrenage, avec le moteur qui est la partie limbique, donc la partie la plus affective, hein, c'est-à-dire ce qui va entraîner tout le reste, qui va entraîner l'impulsivité, je vais y revenir, qui va entraîner les 2 autres boucles. Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas montré. Normalement, les 2 autres boucles devraient s'entraîner aussi, mais vous pouvez l'imaginer. Comme si cet engrenage permettait à ce primum movens motivationnel d'entraîner d'une part la boucle cognitive et d'autre part la boucle motrice. Et qu'est-ce qui se passe dans un TDAH? Il y aurait une sorte d'emballement de ce système-là, comme on l'a montré à partir de ce problème de mauvaise perception de la récompense, finalement, qui ferait que la boucle motrice va s'emballer dans un deuxième temps, l'agitation. La boucle cognitive va elle-même s'emballer avec tout ce problème probablement d'hyperactivité mentale, hein, qui est probablement une des raisons du défaut d'attention et de l'inefficacité cognitive des enfants en TDAH. Et enfin, probablement, la conséquence directe de la dysfonction de la première boucle serait cette fameuse aversion pour le délai et cette difficulté qu'a pour le TDAH à apprécier et à utiliser la récompense comme un moteur adéquat de son comportement. Voilà ce qu'on peut dire maintenant avec, vous voyez, cette idée que motivation et attention sont pas aussi contradictoires et voire même une seule et même fonction. Et si on considère que finalement l'attention ce n'est qu'un sous-produit de la motivation, on va plus se poser la question, est-ce que cet enfant est un enfant inattentif ou est-ce qu'il est simplement pas suffisamment motivé?
Voilà, je ne sais pas combien de temps ça a duré. C'est bon. Merci. Je crois qu'il faudrait que vous preniez le micro, sinon on ne va pas.